Qu'est-ce qu'un chef? Pour reprendre une définition classique de la philosophie politique romaine, il ne suffit pas d'avoir la potestas, le pouvoir hiérarchique ou constitutionnel de donner des ordres et, le cas échéant, de contraindre les subordonnés à obéir. Il y faut aussi l'auctoritas, une dimension psychologique du pouvoir qui se garantit par une hauteur de vue reconnue, un prestige intellectuel et moral, une capacité à prendre des décisions en fonction d'un but à atteindre, du calme et de la pondération devant les épreuves de la vie et les imprévus de l'histoire. Il ne suffit donc pas d'avoir les galons ou d'avoir été élu. Encore faut-il, selon l'expression militaire bien connue, que le chef sache cheffer. Le président Georges Pompidou est mort en 1974. Au 20e anniversaire de son décès, un journaliste a demandé à Jacques Chirac un témoignage sur son expérience aux côtés de l'ancien président. Retenons sa réponse. Il avait les 3 qualités qui font un chef. Il savait écouter les autres, il savait prendre une décision, il savait s'y tenir. J'aime cette définition. Lionel aime cette définition. Moi aussi, j'aime cette définition. Notons dès l'abord que les qualités de chef ne supposent pas une compétence profonde, détaillée et universelle dans tous les domaines de la vie des nations, économie, finances internationales, diplomatie, droit social, énergie, transport, agriculture, mécanisme du financement du logement social, etc., etc., etc. Un chef compétent est un généraliste qui sait suffisamment de tout pour en connaître et reconnaître l'importance, puis pour juger de la cohérence et de la pertinence des analyses qui lui sont proposées. Son rôle est de fixer un but à atteindre dans un délai imparti, puis de valider les propositions qui lui sont faites. Le plan stratégique du général de Lattre pour le débarquement en Provence tient sur une feuille de papier. C'est un croquis dessiné à la main avec la côte, les principales villes de province et quelques traits de crayon bleu. Voici les lignes de front que je veux tenir à J+1, à J+2, à J+3. Messieurs les techniciens de l'état-major, à vous de mettre en musique la mise en œuvre et les moyens nécessaires. J'insiste sur ce point, car le système ne se prive pas d'accuser ses adversaires d'une incompétence supposée, notamment dans le domaine économique et financier. Je pourrais être cruel et vanter la compétence économique des dirigeants successifs d'un pays qui compte 20% de pauvres. Je pourrais vanter la compétence du président français et des génies de Bruxelles, qui croient que des sanctions bancaires vont, je cite, « empêcher la Russie de se refinancer ». Se refinancer pourquoi? La Russie a un taux d'endettement de l'État à hauteur de 17,8% de son produit intérieur brut. Alors que la France, si bien gouvernée par des gens si compétents, dépasse aujourd'hui les 125% d'endettement public. Passons, ne tirons pas sur les ambulances. On a souvent raillé une prétendue incompétence du général de Gaulle en matière économique et financière. Tout cela parce qu'il avait déclaré que la politique de la France ne se décide pas à la corbeille de la bourse et que l'intendance suivra. C'est là une légende urbaine. Il connaissait et reconnaissait l'importance de cette dimension de la vie de la nation. Il maîtrisait bien les mécanismes de la politique monétaire, de la politique de change et du commerce international. Il connaissait les différents rouages susceptibles d'assainir les finances publiques et de développer l'activité économique et la recherche par des partenariats publics-privés. Simplement, en bon chef, De Gaulle a su choisir son expert, Jacques Rueff, et lui dire
Proposez-moi sous 6 mois une analyse et un plan d'action pour 1. Redresser en 5 ans les finances de la France et pour 2. Dégager suffisamment d'excédents budgétaires pour construire les autoroutes, les centrales électriques nucléaires, la dissuasion nucléaire et les sous-marins dont la France a besoin pour être une grande nation moderne, riche, indépendante et respectée. Car c'est cela ma vision et mon cap. Fin de citation. Le plan RUEF a effectivement atteint son but, intégralement et dans les délais impartis. L'intendance suivra parce que j'ai un bon intendant, avec de bonnes équipes. Mon rôle de chef ne consiste plus qu'à garantir que les moyens et l'autorité de l'État soient au service du plan d'action. Et ce, malgré les réticences et les obstacles opposés par une partie de l'administration et un certain nombre de lobbies influents, patronaux, américains, etc. Notons que De Gaulle, fin connaisseur de l'histoire de France, n'a fait là que reprendre, avec Jacques Rueff, l'exemple de Louis XIV avec Colbert. Il faut donc savoir demander des analyses et des propositions de plans d'action. Et pour cela, il faut s'entourer d'experts, des vrais, qui allient une expertise intellectuelle et une dévotion réelle au bien commun et à l'intérêt supérieur de la France. Il reste peu de grands experts dans notre histoire récente de la carrure de ceux qu'ont été Jacques Rueff en matière économique et monétaire, ou plus récemment Hubert Védrine pour l'analyse du grand jeu stratégique mondial. Mais ils existent encore aujourd'hui, en creux, en sommeil, occultés par les médias du système. Ces hauts potentiels, comme on les définit, doivent donc être amenés à la lumière. Il faudra les identifier, recueillir leurs avis et trancher. Cependant, souvent, on hésite, à défaut de savoir quel avis de quel ami ou personne de confiance intellectuelle et professionnelle il faut suivre. Quelle boussole suivre? Où est le nord? Où est le sud? Dans ce cas, je vais vous proposer une recette. Il suffit d'avoir un répertoire de ces boussoles qui indiquent toujours le sud au lieu du nord, de ces boussoles inverses qui indiquent toujours comme direction à suivre ce qui est mauvais pour la France, qui recommandent de manière constante et obstinée la voie d'un désastre assuré et certain. Quand on hésite, il suffit de demander. Il suffit de se renseigner. Qu'en pense Jacques Attali, Alain Minc, le patron du MEDEF ou de la FNSEA? Qu'en pense le secrétaire général de l'OTAN, Bernard-Henri Lévy, Christophe Barbier, le président de la Conférence des évêques de France, Alain Juppé, le professeur Delfrécy? La liste reste à compléter, j'en conviens, et je m'arrête là. Mais là, c'est simple. On fait l'inverse de ce qu'ils recommandent, et ça marche à tous les coups. Maintenant, quelle est la place du chef dans la société et l'État? Commande-t-il de l'avant ou de l'arrière? Cette question est particulièrement importante aujourd'hui, dans une société de communication instantanée et permanente, de chaînes de télévision en continu, où l'on attend du chef politique, où les journalistes et les commentateurs professionnels attendent du chef politique qu'il s'exprime à chaud sur tous les événements, même les plus anodins ou microscopiques, rapportés au temps long de l'action publique. La place adéquate du chef est toujours une question d'angle, ou de focale, si vous préférez. Le chef militaire doit se placer là où il pourra envisager toute la largeur et la profondeur de son front d'engagement. Cela détermine sa capacité à voir et à anticiper les réactions globales de l'environnement et de son adversaire. Par exemple, l'évolution des équilibres géopolitiques et géoéconomiques mondiaux
ne se mesure et ne se jauge pas à l'échelle d'une année, mais d'une décennie. De même, les décisions de com à chaud et irréfléchies ont toujours des effets néfastes dans le long terme. En prenant du recul et en raréfiant sa communication, le chef politique, comme le chef militaire, gagne en auctoritas. Clémenceau visitait les tranchées, mais pas tous les jours. Dois-je rappeler les interventions désastreuses de François Hollande dans l'affaire Leonarda ou l'affaire Traoré? Voilà l'exemple d'un mauvais chef. Nul doute aussi que lorsque l'on modifiera le taux de TVA sur la betterave cuite, Emmanuel Macron demandera de passer au journal de 20 heures. Vous l'avez compris, le bon chef ne se laisse pas dicter son agenda par les faits divers. On ne fait pas de loi nouvelle à chaud, mal réfléchie, en trop grand nombre, au hasard de l'actualité et de l'émotion, sans se préoccuper de leurs contradictions et de leurs conséquences possibles à long terme. De ce point de vue, Sarkozy fut un mauvais chef. En finale, parce que nous sommes à la conclusion de la journée, en finale, je voudrais évoquer un sujet pénible. Que se passe-t-il quand un nouveau chef hérite de subordonnés incompétents ou méfiants devant la perspective de voir changer leurs habitudes, voire malveillants? Cette question vaut tout aussi bien dans une entreprise, une entité militaire ou un État. Elle se posera peut-être bientôt. Là encore, l'histoire militaire nous donne quelques exemples possibles de moyens d'action. En 1914, le général Joffre hérita d'une pléthore de généraux incompétents, ou plus exactement, qui avaient les qualités politiques nécessaires pour être des généraux du temps de paix dans la Troisième République des années 1905-1914. Et la campagne commença par une déroute. C'est là que Joffre institua le limogeage, qui consiste à muter par wagons entiers les mauvais généraux à Limoges, loin du front, en un endroit où ils ne pourraient prendre aucune décision désastreuse, même si on se faisait attaquer dans le dos par l'Espagne. Un général d'armée étant limogé, Joffre proposait son poste à l'un de ses subordonnés directs. Voici votre mission pour la semaine qui vient. CDD à très court terme. Le délai étant écoulé, Joffre confirmait le nouveau chef ou le limogeait à son tour et convoquait un de ses subordonnés pour lui confier le poste, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la bataille de la Marne fut gagnée par une armée dont nombre de divisions étaient commandées par des généraux de brigade, voire des colonels, tous compétents. Notre nouveau chef d'État, héritera heureusement d'une haute administration qui compte beaucoup de membres compétents, dévoués à l'État, capables de jouer le jeu et de faire gagner la France. Mais je ne suis pas sûr que les plus dévoués et les plus compétents soient aujourd'hui chefs de service et de département. Alors, Madame la Présidente ou Monsieur le Président, n'hésitez pas à limoger. C'est là aussi le rôle d'un chef sachant cheffer. Je vous remercie.